Hello, everyone, and welcome Bonjour, to bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à notre session d'aujourd'hui avec ce suivi au sein de la communauté, donc CLM, et cette contribution pour améliorer l'accès ici au traitement. Donc c'est déjà la deuxième partie. On va parler du rôle des observatoires aujourd'hui. Voici quelques informations pour vous aider pendant cette réunion. Nous avons la possibilité ici de suivre cette réunion en français, en anglais ou en espagnol. Vous pouvez donc pour ce faire cliquer sur l'icône qui ressemble à un globe, interprétation, et sélectionner la langue de votre choix. Alors, si vous avez des problèmes avec Zoom, des problèmes informatiques, n'oubliez pas d'envoyer un email ou directement dans le chat, ici dans la boîte de discussion Zoom à Echo IT. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à soit lever la main si vous souhaitez poser votre question oralement, soit l'indiquer par écrit directement dans la section questions-réponses. Et puis, je vais poster un lien ici dans la boîte de discussion pour justement que l'on puisse continuer à communiquer. Donc, c'est ici une session qui va être enregistrée, et votre participation ici signifie que vous êtes d'accord avec cet enregistrement. Il y a un certificat de participation qui sera disponible à la fin de cette session. Et de même, l'utilisation des données. Le projet ECHO collecte ici les enregistrements, les participations, les questions, les réponses, les commentaires ici, ainsi que les réponses aux enquêtes qui sont partagées avec les organisateurs du programme. Mais vos données personnelles restent confidentielles et les données ne peuvent être ici utilisées que dans le cadre des activités du projet ECHO. Et je passe tout de suite la parole à Michael. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette série de webinaires pour améliorer ici les services ici pour les patients atteints du VIH. Je suis Michael Jordan et je suis également consultant pour l'OMS pour le service donc VIH. Et je suis également coprésident avec Claudia Clarisse Pinto du groupe ici VIH de l'OMS. L'objectif ici de ce webinaire, de cette série de webinaires, est de faciliter ici la partage en matière ici d'expérience, de meilleures pratiques sur la gestion du VIH, mais également revenir sur les recommandations en matière d'assurance qualité et d'amélioration des pratiques dans la continuation des soins ici pour le traitement du VIH. Alors, à un moment dans notre vie, on passe tous par des services de santé, n'est-ce pas? Et donc, c'est important d'avoir des services de santé qui soient accessibles, mais aussi que ce soit des services de qualité pour pouvoir maintenir notre bien-être et notre santé. Et ici, dans le cadre de cette continuation des soins, les services doivent être efficaces, accessibles, sûrs, et efficaces, équitables et également centrés sur le patient pour pouvoir atteindre ici les objectifs. En 2019, l'OMS a publié ici un briefing technique en matière de qualité pour les soins VIH. Et dans ce briefing, il y a des recommandations pour soutenir la mise en œuvre de ces services et soutenir ici l'engagement des communautés pour renforcer la qualité des services de soins VIH, mais également les plaidoyers. Et en 2021, avec le soutien des membres ici de notre groupe de travail technique sur l'amélioration des soins de santé, eh bien, nous avons pu ici revenir notamment sur un chapitre 7.12 sur l'amélioration de la qualité des soins VIH. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que cela montre vraiment un pas en avant dans le cadre de notre stratégie d'engagement des communautés, parce que c'est évidemment essentiel dans le cadre des activités des programmes. Le webinaire d'aujourd'hui est notre deuxième webinaire en matière d'amélioration de l'accès au traitement
et aux médicaments. Nous allons parler du rôle des observatoires. Nous aurons le temps, ici évidemment, de poser toutes nos questions en fin de session. Et sans plus attendre, je vais tout de suite vous présenter Ana Claudia Naldinho, qui ici va revenir sur son rôle dans le cadre de Médecins sans frontières. Et donc, elle a un master de sciences et de pharmacologie et également un master en santé publique. Elle a travaillé depuis 2017 dans différents pays avec différentes initiatives, différents engagements pour pouvoir ici améliorer l'accès justement au traitement. Ana Claudia, sans plus attendre, je vais vous passer la parole et je vous laisse donc ici présenter nos prochains intervenants et la discussion qui s'en suivra. Merci beaucoup pour l'introduction et aussi merci beaucoup à tous pour votre participation. Désolée, j'essaie de partager la présentation. J'espère que vous pouvez voir. Bon, comme elle l'a dit, notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer la discussion sur le suivi communautaire au Community-Led Monitoring en anglais et comment ce type d'initiative peut contribuer pour l'amélioration de l'accès aux médicaments et de la qualité des soins VIH. La semaine passée, on a déjà discuté quelques principes basiques, l'objectif de suivi communautaire en général et pour accès aux médicaments. On a aussi discuté qu'il y a de différents modèles et de différentes façons pour la communauté de s'engager dans l'amélioration de leur santé. Je reviens sur l'importance de placer les patients au centre des services de santé. Ils sont dans la meilleure position pour nous dire si les services et les médicaments sont accessibles et s'ils répondent à leurs besoins. Et pour cela, les communautés et la société civile peuvent jouer un rôle très important. Ils peuvent représenter les patients et s'engager avec les principales parties, tous les stakeholders, comme aussi l'équipe dans les structures de santé et les systèmes de santé dans tous les niveaux. Et ensemble, ils peuvent identifier les plus importants défis pour les soins VIH continus. Aussi, avec leur feedback, c'est possible de comprendre les principaux blocages dans la chaîne d'approvisionnement et contribuer pour son renforcement jusqu'au dernier kilomètre. Aujourd'hui, on va présenter deux expériences des observatoires. Un des UCOP+, l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH en République démocratique du Congo, et le RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels, qui est une initiative régionale qui comprend des observatoires à Burkina, Niger et Guinée. Mais il y a plusieurs d'autres expériences très importantes dans d'autres pays et contextes. Pendant la présentation, on va voir que ces projets ont des similitudes et des objectifs communs, mais aussi, comme ils reposent sur les communautés, ils ont des caractéristiques très particulières. L'objectif principal d'un observatoire est d'aider le gouvernement et la société civile à élaborer et mettre en place des mesures nationales selon les protocoles et programmes de santé définis pour chaque pays. Et pour ça, ils suivent la disponibilité des médicaments et le rupture de stock, mais aussi la disponibilité des services, la qualité de la prise en charge et l'accessibilité des soins de façon systématique et régulière. Ce sont les indicateurs très importants pour une réponse adéquate et de qualité pour les VIH et d'autres maladies. Le travail des observatoires permet de trouver deux types de réponses. La première, en sonnant une alarme dès que la difficulté se présente, et la deuxième, avec la récolte de données et d'informations au cours de leur activité, et la possibilité de les analyser et construire des stratégies de plaidoyer solides à tous les niveaux de la pyramide de santé. Les observatoires offrent un suivi indépendant et leur travail s'ajoute au système d'information institutionnel. Ils soulignent la responsabilité de tous les acteurs. Même avec ces importants objectifs et responsabilités, il y a encore plusieurs défis pour démarrer et sécuriser la pérennisation de ces activités. La première est que, comme plusieurs des activités de réponse au VIH, ils dépendent du financement d'autres organisations. Et comme ils constituent un mécanisme de surveillance continue, ils ont besoin d'investissements pour leur
autonomisation, développement de leurs compétences, formation et recyclage constant, comme toutes les autres organisations qui travaillent sur les soins de santé, et aussi d'espaces d'action et d'acceptance. C'est important de reconnaître que dans ces différentes formes, les suivis communautaires en général et plus précisément les observatoires communautaires et citoyens peuvent jouer un rôle majeur pour une amélioration continue de la qualité et de la prestation de services de santé aux patients. Maintenant, pour partager l'expérience de RAM, j'invite Simon Caboret. Il est le directeur exécutif de RAM. Merci Simon et bonne présentation. Ton micro est en mute, Simon. Allô? Allô, on m'entend? Oui, Simon, merci. Merci bien, Claudia, et merci aux organisateurs de ce webinaire pour l'opportunité pour nous de partager le travail que nous faisons. Donc, je m'en vais effectivement vous partager l'expérience de l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé en matière de lutte contre les ruptures de stock et aussi pour la promotion de la qualité des soins. Diapo. Next. Voilà, donc le cas s'est porté par le RAM et on est parti de l'analyse suivante. Nous sommes allés depuis l'analyse de la situation en 1978 où il y a eu la déclaration d'Alma-Ata. La question principale à l'époque, c'était quelle pérennité pour les politiques de santé en Afrique. Donc, la réflexion a été menée et au fait, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est qu'il faut arriver à activer une contribution financière des populations au service de santé et en contrepartie, ils vont avoir un pouvoir de décision. Donc, c'est ça qui a été mis en place et qui a été appelé sous la dynamique de l'initiative de Bamako. Nous constatons qu'effectivement, l'initiative de Bamako a été mise en place et nos systèmes actuels sont essentiellement basés sur les principes de cette initiative où les populations, effectivement, contribuent. Effectivement, il y a très peu de cas où vous allez arriver dans un centre de santé sans payer de l'argent, et à part les quelques exceptions, comme dans le cas du VIH-Sida, pour les ARV, comme au niveau de la tuberculose et aussi la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. À part cela, effectivement, plusieurs services maintenant c'est payant, les médicaments c'est payant. Mais par contre, le pouvoir que l'on devait donner, les décisions qu'on devait donner aux populations, il se trouve malheureusement que ce pouvoir de décision n'est pas existant, même s'il y a les comités de gestion, mais qui n'ont pas réellement de pouvoir. Next. Voilà, donc nous assistons à un système, un déséquilibre au niveau de nos systèmes de santé. Un déséquilibre, pourquoi? Et vous voyez en rouge, c'est le poids de la contribution financière qui est très élevé et par rapport au pouvoir de décision qui est très faible. Les populations contribuent beaucoup financièrement au système de santé et beaucoup d'études sur le financement de la santé le montrent en Afrique. Le principal bailleur de fonds, ce sont les ménages, ce n'est pas les partenaires au développement, ce n'est pas l'État, c'est essentiellement les ménages qui sont les plus grands financeurs de la santé en Afrique. Par contre, quand on regarde en termes de pouvoir de décision, ce sont les ménages qui ont le plus faible pouvoir de décision par rapport à l'État et par rapport aux partenaires techniques et financiers. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a effectivement une faible implication communautaire, une faible appropriation des politiques par les usagers, par les communautés. Et de l'autre côté, du coup, ça occasionne beaucoup de dysfonctionnements et la mise en place de politiques qui ne sont pas adaptées au niveau des communautés. Parce qu'effectivement, les communautés ne s'impliquent pas assez, les communautés ne s'approprient pas.
On a beaucoup de dysfonctionnements et on a des politiques qui ne sont pas adaptées. Next. Voilà, donc c'est dans ce contexte que nous avons imaginé l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé, qui est pour nous comme un thermostat et pas comme uniquement comme un thermomètre. On ne se contente pas de mesurer la température pour dire si elle est basse ou bien elle est chaude, mais nous essayons de jouer un peu le rôle de thermostat en essayant effectivement de réguler cette température. Ça veut dire que si elle est élevée, nous essayons de voir comment on la baisse et si elle est trop basse, comment est-ce qu'on la relève. C'est-à-dire que c'est une manière pour nous de déceler des problèmes, mais travailler à trouver des solutions aux problèmes que nous trouvons. Et nous le faisons à travers ces trois piliers que vous voyez. Nous commençons toujours nos actions par une conscientisation des usagers, des communautés sur leurs droits. Il faut que les communautés comprennent leurs droits, il faut qu'ils comprennent que les services qu'on leur donne, c'est un droit et ils ont effectivement le droit de bénéficier de ces médicaments, de ces soins, mais ce n'est pas de l'aumône qu'on leur fait. Et à partir du moment où ils connaissent leurs droits et leurs devoirs, ils peuvent devenir maintenant des acteurs de veille pour l'Observatoire. Et sur cette base, maintenant, nous avons la veille sur les bonnes pratiques et les dysfonctionnements. Les bonnes pratiques parce que nous pensons que les agents qui travaillent bien, les centres de santé qui ont de bonnes initiatives, il faut les identifier et les encourager également. Mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour effectivement attirer l'attention et travailler à ce que ça soit résolu. Et travailler à ce que ça soit résolu, c'est la troisième branche, le troisième pilier, où nous menons un dialogue politique depuis le niveau du terrain de la formation sanitaire au niveau intermédiaire et au niveau central pour trouver des solutions effectivement aux dysfonctionnements que nous avons relevés. Voilà les trois piliers de l'OCAS. Next. Voilà. Ça, ce que nous vous présentons, c'est le dispositif de collecte des données de OCAS. Nous faisons la collecte de données en croisant plusieurs sources. Et il y a la source des APS ou CPS, ce sont les accompagnateurs psychosociaux qui ont été introduits dans les centres de santé à la faveur du VIH-Sida et qui sont là pour accompagner les patients qui viennent au niveau des centres de santé. Nous appuyons sur eux pour faire de la collecte de données. Nous avons également mis en place une application OCAS qui nous permet à travers des smartphones et des tablettes de faire la collecte de données. Nous faisons aussi la collecte de données à travers les téléphones des lignes gratuites que l'on appelle communément lignes vertes, par lesquelles des usagers qui ne sont pas satisfaits et des services de santé appellent et manifestent effectivement les difficultés qu'ils ont eues et qui nous servent aussi de pistes de collecte. Il y a les radios communautaires aussi qui sont très répandues dans nos pays actuellement, où il y a des émissions interactives qui nous permettent effectivement d'identifier des causes et bien sûr, il y a l'application mobile dont j'ai parlé. Nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place l'évaluation de la satisfaction des usagers des services de santé qui va nous permettre de faire la certification communautaire, mais en utilisant toujours effectivement les smartphones. Et on va avoir une plateforme web de diffusion des données à temps réel qui permet effectivement à un décideur ou à tout responsable PTF, en rentrant dans cette plateforme, de voir quelle est la situation des alertes en matière de rupture de stock et de qualité des soins au niveau du pays. Next. Voilà. Donc, en matière de rupture de stock, un peu comme Anna l'a dit, notre dispositif, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais notre dispositif est basé au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. Et dans ces trois pays, le principe fonctionne de la même manière, même si au niveau des acteurs, nous essayons d'adapter en fonction des acteurs en présence. Au niveau de la gestion des stocks, quand une situation de rupture de stock arrive, le premier acte qui est posé, c'est l'émission d'alerte.
Donc, le point focal, parce que dans chaque région, nous avons un point focal de l'observatoire dans chaque région sanitaire, et nous avons un point focal qui émet une fiche d'alerte et une fiche d'alerte et de suivi, une fiche d'émission de l'alerte et de suivi, au fait. Et cette fiche nous permet d'interpeller au niveau du point focal le responsable de la formation sanitaire et les responsables du district sanitaire en question, pour leur dire, ah, voilà, nous avons telle molécule qui manque dans tel centre de santé ou tel réactif qui est en rupture dans tel centre de santé depuis, par exemple, tant de jours. Voilà. Au niveau de l'équipe centrale de OCAS, bien sûr qu'il adresse la fiche au niveau de la formation sanitaire au niveau du district, mais il transmet également l'alerte au niveau de l'équipe centrale de OCAS. Et là, nous prenons contact avec les directions nationales des approvisionnements quand on se rend compte que la rupture est nationale, mais pas simplement au niveau local, ou bien avec la centrale d'achat, ou bien avec les programmes nationaux de lutte contre le VIH-Sida, paludisme ou tuberculose, parce que nous intervenons sur les 3 maladies et au-delà. Donc, et nous avons une fiche de documentation qui nous permet de documenter le cas et de voir quelle est la solution qui a été trouvée en définitif à ce problème. Next. Voilà. Donc, dès que l'alerte a pour objectif déjà d'informer sur la situation qui est arrivée pour que des solutions soient trouvées. Mais il y a des moments où la solution n'est pas aussi automatique que ça. Parce qu'il y a des moments où c'est juste un bon qui n'a pas été transmis ou bien un bon d'approvisionnement qui a été communiqué, mais qui n'a pas été validé ou bien qui n'a pas été honoré. Là, la solution vient rapidement, mais il y a des moments où, effectivement, la solution est plus costaud, peut-être parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter des médicaments, ou bien simplement, il y a une rupture nationale, il y a un retard d'approvisionnement. Là, nous passons maintenant à une phase de plaidoyer, de lobbying. Le point focal le fait toujours auprès du responsable de la formation sanitaire et du responsable du district avec des rencontres, avec des lettres d'interpellation. Et l'équipe centrale de OCAS au niveau national également fait des actions à l'endroit du cabinet du ministre, à l'endroit des directions nationales des approvisionnements, à l'endroit des centres nationaux. Et les images que vous voyez un peu plus haut, c'est une conférence de presse que nous avions organisée au Gabon, par exemple, en solidarité, non, au Congo-Brazzaville, en solidarité avec effectivement le réseau national des PVVIH à leur niveau, pour dénoncer à un certain moment les ruptures récurrentes en matière d'ARV au niveau du Congo. En bas, l'image que vous voyez, c'était une rencontre lobbying que nous avons eue avec le ministre de la Santé du Burkina et son secrétaire général, quand effectivement le Burkina n'avait pas contribué à l'achat des ARV et on était en situation de rupture de stock. Suivant. Voilà. Ces alertes et ces actions de plaidoyer lobbying que nous menons nous permettent bien sûr d'avoir des résultats et nous avons essayé de retenir. Anna, j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière version que je t'ai envoyée. Pardon? J'ai l'impression que ce n'est pas la dernière version que je t'ai renvoyée. De la présentation, pardon. Oui. OK. Est-ce que tu peux continuer avec cela ou tu veux qu'on change? Bon, au fait, du coup, j'avais renforcé les résultats avec des éléments concrets des résultats que nous avons eus, que ce soit au Burkina, que ce soit également au niveau de la Guinée. Bon, si ce n'est pas à côté, je vais alors... OK, attends, je veux peut-être le partager. Avec ça. Est-ce que c'est celle-ci? Non, ce n'est pas ça. Non, la version, c'est la version qui n'est pas la bonne, en fait. Ce n'est pas cette version que je t'ai...
Bon, mais ça va. Donc, si on s'est trompé, je peux continuer oralement. Je crois que c'est celle-ci, non? Lequel? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, en termes de résultats, on vous présente ici un exemple. En 2012, le Burkina était en situation de tension de stock qui ne permettait plus d'enrôler de nouvelles personnes dans la file active. Et nous avons mené des investigations et on a compris que c'est l'État burkinabé qui n'avait pas, par exemple, payé sa part contributive pour l'achat des ARV. Et du coup, on était en tension de stock. Nous avons fait le plaidoyer et justement, c'est le plaidoyer où nous étions avec le ministre de la Santé et son secrétaire général. Et à cause de cela, en janvier 2012, ils ont débloqué 1,5 million d'euros en urgence pour effectivement acheter les ARV et pallier à cette insuffisance. J'ai mis en lien une page de la CAMEC où effectivement cette actualité a été publiée sur son site. Mais il a fallu, c'était une action de la plateforme, de l'observatoire qui a abouti à ça. Au niveau de 2021, l'OCAS a recensé dans son rapport annuel 258 cas, soit 66,32% de rupture de médicaments que effectivement l'OCAS a directement traité et on a trouvé des solutions assez rapides. Souvent, ce n'est pas que ces cas n'allaient pas être réglés, mais avec l'identification, l'alerte de OCAS, on a accéléré effectivement la résolution de ces crises pour que les patients vraiment ne tombent pas en rupture de traitement. On a eu également 131 cas de rupture d'examen dus généralement à des ruptures de réactifs ou bien à des pannes d'appareils que nous avons également traités dans son ensemble. Ça, c'est pour le cas du Burkina. Next. Voilà, pour la Guinée, pour quelques exemples, nous avons eu, par exemple, au cours de l'année 2019, à relever que les hôpitaux de Kérouané et de Mali, depuis leur création, n'ont jamais été équipés en appareils de radiographie, par exemple. Et lors des restitutions des rapports de l'Observatoire, cet état a été signalé. Et au niveau de la Guinée, nous avons des champions en plaidoyer qui sont constitués d'anciens ministres de la Santé. Et effectivement, le président des champions de plaidoyer, qui est un ministre de la Santé, a dit qu'il est effectivement au courant de la réalité de ces hôpitaux et que ce n'est pas normal qu'à ce stade, ces hôpitaux ne soient pas équipés. Et à la suite de ça, ces hôpitaux ont été effectivement équipés en appareils de radio et échographie. Avant vraiment ces équipements, les habitants de Kérouané, par exemple, parcouraient 145 km pendant 7 heures parce que les routes sont très mauvaises pour aller faire leur radiographie. Donc, mais avec l'action de l'Observatoire, ils sont équipés et ils pourront maintenant faire ça sur place. Nous avons également eu à dénoncer, par exemple, les pannes d'appareils récurrents au niveau du centre de santé abattoir de CDT et de Farana, et auprès des 3 programmes lutte contre le VIH, sida, paludisme, tuberculose. Et effectivement, le programme paludisme a pu effectivement réagir en équipant ces centres. Voilà, en 2020 également, nous avons fait ce plaidoyer qui a permis effectivement, au Fonds mondial d'approvisionner la Guinée malgré que l'État n'était pas en respect de ses engagements. OK, next. Voilà. Quelle interaction nous avons avec le ministère? J'essaie d'accélérer, merci Anna. Au fait, nous avons opté vraiment de travailler en étroite collaboration avec les structures de l'État pour les rassurer que nous ne sommes pas là pour défier le système, mais nous sommes là pour travailler avec le système. Déjà, nos outils que nous avons mis en place pour la collecte des données, nous les avons
préparé, discuté avec le circuit du ministère de la Santé qui a apporté ses inputs pour se rassurer que les données que nous collectons, ce sont des données qui les intéressent aussi à savoir. Ensuite, nous avons demandé des autorisations de collecte de données au ministère de la Santé. Nous avons eu des rencontres d'échange avec les directeurs au niveau régional et au niveau district. Nous faisons des restitutions des données au niveau, effectivement, des centres de santé. Et des fois, même, ce qu'on souhaite est que le responsable de la santé signe les fiches de collecte avant que cette fiche ne soit transmise au niveau national. Et au niveau, effectivement, national, nous faisons des restitutions trimestrielles où les directions centrales du ministère sont invitées ainsi que des PTF. Suivant. Voilà. En termes de pérennité, nous avons conscience que les financements que nous avons avec l'initiative de l'Expertise France et le Fonds mondial vont s'arrêter. Mais ce que nous essayons de faire, c'est vraiment arriver à élever la conscience sanitaire des populations telle que la déclaration de Ouagadougou en 2018 l'a recommandé. Parce que nous pensons que si la conscience sanitaire est assez élevée au sein de la population, et chaque population va maintenant revendiquer des soins de qualité et effectivement, ça va faire pression sur le système. Et nous sommes en train vraiment de faire de la numérisation pour permettre effectivement à toute personne qui veut effectivement dénoncer des insuffisances de pouvoir le faire et ça rendra la collecte très autonome. Voilà. And for the long term, we are aware, of course, that here for the World Fund and other funding, that they will end at some point. So this is exactly why, like for the declaration of Ouagadougou in 2018, we really need to raise awareness on health issues, on health policies. The population needs to know, and people need to be aware of their rights. And that's what we are doing. So we're also moving toward digitalization. So we can have a better way to sharing information, but also to be more not autonomous and reduce also the financial cost for the observatory. And therefore, we hope we'll have here less need of financing, and that will enable us to work on the long term. I just wanted here to be clear here on what the observatory is and is not. So we are a monitoring system. We raise awareness. We help as well taking decisions, but what we're not is we're not a research project. We don't want to substitute ourselves to the structures in place. And we are not here to challenge or criticize. We're just here to really help and work with the health system. Next. And to conclude, I believe that if the observatory can continue working, I think we will be able to strengthen des politiques par les systèmes, par les populations. Et bien sûr, la conséquence est que ça va réduire les dysfonctionnements et ça va réduire les politiques non adaptées. Next. Voilà, donc pour nous, l'Observatoire est vraiment un outil de renforcement de la participation communautaire dans la gestion du système de santé. Et pour nous, c'est une opportunité de redorer l'image de l'initiative de Bamako en lui donnant ses lettres de noblesse. Et nous pensons que l'Observatoire mérite d'être érigé comme 7e pilier du renforcement des systèmes de santé par l'OMS. Next. Voilà, donc pour revenir à la figure de départ, nous sommes en 2021. La question sur la pérennité des politiques de santé se pose toujours en Afrique, et nous pensons qu'avec les observatoires, nous allons renforcer l'appropriation des politiques par les usagers et nous allons bien sûr avoir des systèmes de santé qui sont plus attrayants et pérennes. Next. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé pour le temps pris. OK, merci beaucoup, Simon. Merci pour la présentation.
Maintenant, pour continuer la présentation, je voulais inviter M. Ange Mavoulendek. Elle est le secrétaire exécutif national de UCOP+. Merci, Ange, et bonne présentation. Ange, OK, merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci Anna, merci tout le monde pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir présenter aujourd'hui le rôle des observatoires, de l'observatoire VIH tuberculose en République démocratique du Congo, qui rentre dans la ligne de suivi communautaire pour améliorer l'accès aux soins. Voilà. C'est quoi en fait l'observatoire VIH-TB? C'est un dispositif de veille des organisations de la société civile justement pour pouvoir faciliter ou pour pouvoir assouplir ou pouvoir soutenir nos actions de plaidoyer, parce que très souvent on nous a toujours taxé de personnes qui parlaient sans évidence, et pour ne pas rentrer chaque fois en contradiction avec le personnel de santé ou les programmes, il nous a fallu trouver un moyen pour avoir des évidences qui nous permettraient à pouvoir mener des actions de plaidoyer avec, bien évidemment, des soubassements certifiés. Dans l'observatoire VIH-TB, nous suivons 3 thématiques. Il y a tout ce qui est un transdermal, les ARV, les antituberculeux, le cotrimoxazole, le fluconazole, donc tout ce qui est intrant qui accompagne les soins des personnes avec le VIH. Il y a aussi tout ce qui est frais que les patients payent pour Je pense qu'il y en a un problème de connexion de la partie de Ange peut-être. Je n'entends pas, je ne sais pas si vous entendez. Que subissent les personnes malades. Allô? On m'entend pas? Ça coupe un peu. Allô? Tu peux continuer. Désolé, Ange. Ça coupe un peu. OK. OK. Voilà les circuits de collecte que nous utilisons. Nous utilisons la version numérique, c'est-à-dire nous avons un questionnaire qui est incorporé dans des tablettes et les données nous parviennent plutôt dans notre base, et de là, nous les extrayons pour analyse. Nous diffusons les informations et à la fin, nous menons ce que nous appelons rétroaction auprès des bénéficiaires, auprès des usagers, pour leur dire voici ce que vous nous avez donné comme information, voilà ce que ça a apporté et voici comment on évolue. Quel est en fait le rôle des observatoires ou de l'observatoire? Il y a beaucoup de similitudes, vous remarquerez avec ce que Simon a dit. C'est en fait de responsabiliser les communautés. Il faudra que les communautés se prennent elles-mêmes en charge. Il faudra que les communautés sachent comment doit être leur propre prise en charge. Il faudra que la communauté sache qu'ils doivent donner des alertes s'il y a des problèmes en perspective. Les observatoires aident aussi à trouver des solutions temporaires. C'est vrai que ce sont des solutions juste pour éponger un peu le problème, mais ce ne sont pas des solutions durables. Mais au moins, nous menons des actions de plaidoyer pour justement trouver des solutions beaucoup plus durables sur des problèmes bien évidemment rencontrés.
L'Observatoire de la RDC a commencé en 2013 au Nord Kivu. Là, nous étions dans une seule province, dans quelques zones de santé. Et depuis 2016, nous sommes passés du Nord Kivu à Kinshasa et puis au Kasaï oriental. L'observatoire qui peut surgir concernant les risques ou les ruptures de stock en intrants, ou les cas de violation des droits, ou aussi des cas de paiement de frais pour les services qui sont censés être subventionnés. Là, par exemple, vous verrez une des solutions temporaires que nous avons eu à trouver dans la mise en œuvre des activités. On a eu à approvisionner une pédiatrie, un centre qui prend en charge les enfants vivant avec le VIH, qui était en rupture de stock. Nous avons pu dégager un surstock dans une autre zone de santé, dans une autre formation sanitaire, et nous avons pu acheminer dans ce centre. C'est un centre qui est tenu par des religieuses. C'est vrai qu'il y a une réduction des résurgences des ruptures de stock. Je ne veux pas dire qu'on va aujourd'hui juguler les problèmes des ruptures de stock, mais au moins, il y en a de moins en moins. Et même s'il y en a, on cherche toujours à pouvoir trouver rapidement la solution pour bien évidemment soulager les patients qui en ont besoin. Vous verrez là aussi, dans une zone de santé au Nord Kivu, dans une formation sanitaire au Nord Kivu, tous ces médicaments que vous voyez sont des médicaments en surstock que nous étions obligés de reprendre pour aller donner dans une formation sanitaire qui en manquait, de peur que ces médicaments puissent périmer là où il y en avait en surstock. Avec le programme, il faut avouer qu'au début, ce n'était pas facile. On nous prenait comme des policiers, chose qu'on n'est pas. Je me rappelle même une fois, le responsable du programme du Nord Kivu me disait, mais Ange, toi aussi, avec votre observatoire, s'il y a un comprimé d'aspirine qui manque, directement, vous alertez le pape au Vatican, des choses comme ça. Pour dire que vous voyez comme des policiers. Mais aujourd'hui, la collaboration est très parfaite à tel point que même le questionnaire que nous utilisons, ils sont élaborés en collaboration avec le programme. Et même pour que nos enquêteurs ou nos collecteurs d'informations descendent sur le terrain, parce qu'ils vont dans des formations sanitaires, ils échangent avec les bénéficiaires ou les usagers qu'ils rencontrent sur place et aussi les prestataires de soins. Avant qu'ils ne descendent, ils ont l'autorisation des médecins-chefs de zone, ils ont l'autorisation des responsables des programmes. Donc, la collaboration est tout à fait parfaite. Nous avons aussi des groupes WhatsApp dans chaque province qui incluent tout le monde, c'est-à-dire les responsables des programmes, les responsables des formations sanitaires, nous les communautaires. Et à travers ces groupes, on sait voir tous les problèmes qui se posent dans tel ou tel autre centre plutôt de prise en charge. Et du coup, celui qui peut, à la mesure du possible, trouver la solution immédiatement, il réagit directement dans le groupe et on peut déjà trouver des solutions. Et ce groupe comprend tout le monde, c'est-à-dire et les programmes et nous, donc il n'y a aucune distinction, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne collaboration. Par rapport à la pérennisation, nous pensons qu'il va falloir que, pour évidemment sortir de la grande dépendance des partenaires ou des bailleurs de fonds, il va falloir sensibiliser la communauté
pour une prise de conscience. Il faudra que la communauté fasse du don des alertes, le fait que tout problème qui leur arrive, ils peuvent facilement donner des alertes pour que la solution soit trouvée. Il faut que ça soit vraiment une culture, il faut que ça soit une part de sa vie. Il ne faudra pas attendre que ça soit un bailleur qui appuie pour pouvoir lever la main, lever son doigt pour dénoncer une situation qui n'est pas très avantageuse pour la communauté. Donc, il faudra que la communauté s'approprie, intériorise la notion du suivi communautaire, la notion pour donner des alertes, la notion pour suivre leur traitement, la qualité de leur traitement. Moins en moins besoin des bailleurs de fonds pour pouvoir donner des alertes, pour pouvoir suivre tout ce qui ne marche pas. Et du coup, on arrivera ainsi au principe de pouvoir donner la parole aux usagers des services parce qu'au moins c'est leur parole, c'est ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils voient qu'ils dénoncent. Ils n'inventent pas les choses, mais ils disent ce qu'ils vivent. Et nous disons aussi que les soins de qualité est accessible pour tous. Ça, c'est vraiment un message que nous portons à partir des observatoires. Nous disons également qu'un traitement garanti égale longue vie assurée. Si on a la garantie d'un traitement, alors d'un bon traitement, on est sûr de pouvoir prolonger sa vie. Ça sont des partenaires qui nous appuient, qui nous ont appuyés depuis longtemps. C'est vrai que j'ai omis de mettre ici Initiative 5% parce que c'est avec ça que nous avons commencé en 2013. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ange, pour la présentation. Je pense que maintenant, on a encore un peu de temps pour poser des questions. Il y a eu deux questions qui ont été posées sur le Q&A et aussi dans le chat, mais je crois qu'ils sont déjà répondus. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions que vous voulez poser au Q&A ou s'il y a quelqu'un qui veut partager aussi leur expérience avec l'observatoire ou poser des questions spécifiques sur les RAM, sur le COP ou sur les observatoires en général. Sinon, on a une question qui peut être un peu partagée avec vous pour le début de la Q&A. Can you please share the question? Is it going to appear here or should I just read it? Bon, on continue alors. Bon, une question qu'on voulait poser et partager avec tout le monde, les réponses peuvent être écrites dans le chat ou dans le Q&A. C'est comment la communauté peut-elle s'approprier de l'utile dans la vie quotidienne? Ça, c'est une question qu'on voulait partager avec tout le monde qui est maintenant avec nous. Et c'est vrai que vous pouvez partager les réponses, votre vision sur le chat pendant notre discussion maintenant. Aussi, je pense que les survies communautaires, c'est un sujet qui est en train maintenant d'avoir plusieurs discussions avec différents partenaires. Il y a aussi des matériels disponibles pour qui veut comprendre un peu plus comment on peut commencer un observatoire ou même un projet de suivi communautaire et aussi profiter de les contacts maintenant avec RAM, avec UCOP et même avec d'autres observatoires pour échanger et pour comprendre comment les observatoires peuvent améliorer les services et aussi quel est l'impact que maintenant, peut-être je peux, je ne sais pas s'il y a deux questions spécifiques. Lauren, I think you have your microphone. I don't know if you want to ask something. Lorraine, vous avez votre micro. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je pense que maintenant, je profite l'occasion pour demander à Simon et à Ange, comme une question pour ouvrir la discussion, ce que
qu'est-ce que vous pensez que c'est les prochaines étapes pour les observatoires en général? Comment on peut engager plus avec ce type d'initiative dans les différents pays? Et quelle est la collaboration et le support que vous pensez que c'est le plus important pour renforcer la participation des observatoires dans la qualité, dans l'amélioration des qualités de soins VIH? Je pense qu'on peut commencer avec Ange ou Simon, si vous pouvez donner votre avis sur ça. Merci. Allô? Apparemment, Vas-y, Simon, merci. Apparemment, Ange me laisse le droit de donner sous. Voilà. OK. Au fait, moi, je dirais que vraiment, une des étapes assez importantes ou qui peut vraiment aider les observatoires, c'est déjà même l'acceptation, effectivement, du rôle joué par les observatoires dans les pays. Parce que ce n'est pas toujours aussi évident. Et malgré les efforts de communication que nous faisons, malgré l'effort de collaboration, il y a souvent beaucoup plus des autorités sanitaires qui sont beaucoup plus dans le déni de la réalité au lieu de reconnaître les évidences qui sont présentées pour qu'on puisse vraiment avancer. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la reconnaissance effectivement du rôle institutionnel des observatoires, comme je l'ai dit dans ma présentation. Pour nous, il faut vraiment que l'OMS qui appuie les pays, effectivement, arrive à donner une place institutionnelle aux observatoires, que l'on reconnaît que, effectivement, un dispositif indépendant géré par les usagers qui donnent leur avis sur les systèmes de santé est un garant de l'efficacité, de l'efficience du système de santé. De toutes les façons, au niveau du secteur privé, cela a été prouvé qu'effectivement, il faut la veille des usagers, des consommateurs, il faut écouter les consommateurs, les usagers pour pouvoir améliorer les offres que l'on fait. Mais au niveau des systèmes de santé publique, on pense que les experts dans leur bureau peuvent tout faire en imaginant tout ce qui convient aux populations pour leur présenter. Donc, je pense que ce sont les deux, je peux m'arrêter là pour le moment, mais ce sont les deux choses assez importantes dont les observatoires ont besoin pour avancer et passer à l'échelle. Ne pas faire juste sur des petites zones, mais réellement arriver à l'échelle et couvrir souvent tous les centres de santé des pays pour avoir plus d'impact. OK, merci beaucoup, Simon. Je ne sais pas si Ange, tu veux compléter ou partager d'autres besoins, expériences? Je pense que Simon a vraiment tout brossé, mais je me dis le plus grand ou la plus grande attente pour l'avenir, c'est que la notion du suivi communautaire soit vraiment connue de tous. Faudra pas que une communauté, qu'importe laquelle, puisse toujours attendre que quelqu'un d'autre vienne trouver la solution à leur place. Ça, c'est vraiment cette responsabilisation que nous voulons pour la communauté. Et ça part bien évidemment par l'appui ou la reconnaissance que ceux qui détiennent la politique doivent accorder aux observatoires. Voilà ce que je peux ajouter ou qui résume un peu en gros tout ce que Simon a dit. Merci beaucoup, Ange, et merci beaucoup aussi, Simon, et merci à tout le monde pour la participation. Je pense que ça, c'est un des efforts que nous sommes en train de faire en collaboration pour montrer l'importance et comment les observatoires peuvent améliorer les qualités de soins en VIH et aussi pour d'autres maladies. Alors, merci beaucoup à tous. Et aussi, il y a le contact pour continuer la discussion. Et maintenant, avant de finir, je voulais partager une question avec vous. Et maintenant, si vous pouvez mettre la question, s'il vous plaît. OK. Alors, c'est une question pour tout le monde de répondre. Et la question est, de quoi une organisation à base communautaire a besoin pour le suivi de l'accès aux médicaments et aux services de santé et pour améliorer la qualité des soins du VIH?
Vous pouvez choisir un de questions, de réponses. La première, c'est le renforcement technique. Le deuxième, c'est le soutien financier. Le troisième, l'espace de représentation. Le quatrième, les acceptances. Le cinquième, les patients responsables de leur santé. Et les dernières, toutes les options précédentes. Je vois qu'il y en a déjà quelques réponses. Et on attend. Je n'arrive pas à répondre, Anna. Oui, les facilitateurs, les panélistes Ce ne n'est pas peuvent actif pour moi. Oui, c'est ça, c'est bon. Ouais. Alors, pendant qu'on prend toutes les réponses, je voulais remercier encore une autre fois votre participation. C'était très important de partager, d'avoir tout le monde ensemble pour partager l'expérience des RAM et UCOP. Comme je dis, il y a plusieurs d'autres expériences des observatoires dans d'autres pays et dans d'autres contextes. Et avec les autres expériences qu'on a déjà aussi partagées dans d'autres pays, comme les JAM au Mozambique, le Stop Stockout en Afrique du Sud, il y a plusieurs façons de faire le suivi communautaire et c'est ça qu'on voulait montrer, qu'il faut avoir toutes ces expériences et comprendre quel est le type d'expérience que s'approche et c'est plus approprié pour chaque contexte et pour chaque communauté. Alors, on va terminer. On a eu plusieurs de réponses et c'est vrai que la réponse qui était les plus répondues, c'était toutes les options précédentes et c'est un peu ça qu'on voulait montrer, non? Qui comme toutes les organisations qui sont en train de faire des services de santé pour la communauté, pour le VIH et pour toutes les maladies, aussi les observatoires et les organisations basées sur la communauté ont besoin de tout ça, les renforcements techniques, les soutiens financiers, l'espace de représentation, les acceptances et aussi des patients plus engagés et plus renforcés pour être responsables de leur santé. Alors, merci beaucoup à tous et je repasse pour la fermeture de la session. Merci beaucoup. I sincerely thank you for attending today. Thank you. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je pense que les exemples que nous avons vus nous ont très bien montré la valeur ici de ce suivi basé sur la communauté, de ces organisations à base communautaire, mais également l'importance que ce peut avoir. Parce que nous avons ici souligné que l'identification des meilleures pratiques est absolument essentielle pour pouvoir faire la différence. Alors ici, ce qui est très important, c'est de pouvoir ici continuer sur ce travail, cette reconnaissance, cette acceptation pour vraiment continuer à avancer pour le futur et pour pouvoir améliorer la qualité des soins de VIH. Et nous avons une dernière slide ici, car n'hésitez pas à contacter Clarisse Pinto si vous souhaitez ici nous rejoindre et rejoindre notre groupe de travail technique sur l'amélioration des soins de santé. Alors, nous avons différents thèmes qui s'y sont abordés, des thèmes d'ailleurs similaires à ceux que nous avons abordés aujourd'hui. Et enfin, vous pouvez aussi avoir accès aux différentes plateformes en ligne, où vous avez d'autres outils, d'autres ressources, encore une fois, sur la qualité des soins en matière de VIH. Je vous remercie tous chaleureusement. Merci d'avoir participé. Une enquête vous sera envoyée pour pouvoir compléter votre certificat de participation et vous pourrez ainsi être également invité pour d'autres événements à l'avenir. Je vous remercie et merci encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui et bonne fin de journée.